Messire Alfonso Ariosto. On dit que Pythagore, trouvant fort subtilement et de belle manière la mesure du corps d'Hercule, et cela parce qu'il savait que l'espace dans lequel tous les 5 ans étaient célébrés les Jeux Olympiques, en Achaïe, près d'Élide, devant le temple de Jupiter olympien, avait été mesuré de ses propres pieds par Hercule, qui en avait fait un stade de 625 pieds. Et comme les autres stades qui postérieurement furent construits dans toute la Grèce étaient pareillement de 625 pieds, mais néanmoins un peu plus courts que celui-là, Pythagore connut aisément, d'après cette proportion, de combien de pieds d'Hercule étaient plus grands que les autres pieds humains. Sachant ainsi la mesure du pied, il comprit par celle-ci que le corps d'Hercule tout entier avait été d'une grandeur supérieure à celle du corps des autres hommes, dans la même proportion que ce stade était plus grand que les autres stades. Vous pouvez donc, cher Messire Alfonso, par le même raisonnement, connaître clairement à partir de cette petite partie du corps combien la cour d'Urbino surpassait toutes les autres cours d'Italie, en considérant combien les jeux qui ont été inventés pour la récréation des esprits fatigués par les affaires difficiles y surpassaient ceux qui sont pratiqués dans les autres cours d'Italie. D'après celle-là, vous pouvez imaginer ce qu'étaient les autres activités vertueuses auxquelles les esprits se consacraient et s'adonnaient totalement. Et j'ose parler de cela avec confiance, en espérant d'être cru, puisque je ne loue pas des choses si anciennes qu'il me soit permis d'inventer. Je peux prouver ce que je dis, par le témoignage de nombreux hommes dignes de foi qui sont encore en vie et qui ont personnellement vu et connu la vie et les coutumes qui fleurissent un temps dans cette maison. Et je me sens obligé de m'efforcer autant que je peux, et en y mettant tous mes soins, de sauver cette illustre mémoire de l'oubli mortel, et en écrivant de la faire vivre dans les esprits de ceux qui viendront après nous. De là vient que peut-être dans l'avenir, il ne manquera pas d'hommes qui, à cause de cela, porteront envie à notre siècle, car il n'y a personne qui lise les merveilleuses choses des anciens sans que ne se forme dans son esprit, à propos de ceux dont il est question, une opinion plus grande. Semble-t-il que ce que ces livres ne peuvent exprimer, encore qu'ils soient divinement écrits. Ainsi désirons-nous que tous ceux entre les mains de qui viendra notre travail, si du moins il est digne de faveur au point de mériter d'être vu par de nobles gentilshommes et de vertueuses dames, présumant et tiennent pour certain que la cour d'Urbino a été encore plus excellente et ornée d'hommes rares que nous ne pouvons l'exprimer en écrivant. Et si nous avions autant d'éloquence qu'il y avait en eux de valeur, nous n'aurions pas besoin d'autres témoignages pour faire que ceux qui ne l'ont pas vu aient pleinement foi en nos paroles. Quand donc le jour suivant à l'heure habituelle, la compagnie se fut assemblée dans le lien accoutumé, qu'elle se fut assise en silence, chacun tourna les yeux vers Messire Federico et Julien le Magnifique, en attendant que l'un d'eux commençât la discussion. C'est pourquoi madame la duchesse, qui était demeurée quelque temps sans parler, dit « Seigneur Magnifique, chacun désire voir votre dame bien parée, et si vous ne nous la montrez pas de telle manière que toutes ses beautés se puissent voir, nous penserons que vous en êtes jaloux. » Madame, répondit le Magnifique, si je la considérais comme belle, je la montrerais sans autre ornement, et de la manière dont Paris voulut voir les 3 déesses. Mais si ces dames qui savent bien le faire ne m'aident pas à l'habiller, j'ai peur que non seulement le seigneur Gasparo et Frigio, mais aussi tous les autres seigneurs n'aient une juste raison d'en dire du mal. C'est pourquoi, pendant qu'elle a encore quelque réputation de beauté, il vaudra peut-être mieux la tenir cachée et voir ce que Messire Federico peut avoir encore à dire au sujet du courtisan, qui sans doute est beaucoup plus beau que ne peut l'être madame. Ce que j'avais dans l'esprit, répondit Messire Federico, n'appartient pas tellement au courtisan qu'on ne puisse le laisser sans aucun dommage, car c'est une matière presque entièrement différente de ce dont nous avons traité jusqu'ici. Et qu'est-ce donc, dit madame la duchesse?
J'avais décidé, répondit messire Federico, de faire connaître autant qu'il me serait possible les origines de ces compagnies et ordres de chevaliers fondés par de grands princes sous diverses enseignes comme l'ordre de Saint-Michel pour la maison de France, celui de la Jarretière qui est sous le nom de Saint-Georges pour la maison d'Angleterre, la Toison d'Or pour celle de Bourgogne, et de quelle manière se donnent ces dignités, comment on en prive ceux qui le méritent, comment elles sont nées, quels en ont été les fondateurs et à quelle fin elles ont été instituées, et pourquoi ces chevaliers sont toujours honorés dans les grandes cours. Je pensais aussi, et j'avais eu assez de temps, parler non seulement de la diversité, si j'avais eu assez de temps, parler non seulement de la diversité des coutumes en usage dans les cours des princes chrétiens pour les servir, pour faire des fêtes et se faire voir dans les spectacles publics, mais aussi dire quelques mots de celle du Grand Turc et m'arrêter bien plus particulièrement sur celle du Sophie, roi de Perse, car j'ai entendu de la bouche de certains marchands qui ont demeuré longtemps dans ce pays que les hommes nobles y sont de grande valeur et de mœurs honnêtes, et que dans leurs conversations les uns avec les autres et dans le service des dames, ils font preuve dans toutes leurs actions de beaucoup de courtoisie et de discrétion, et quand c'est nécessaire, sous les armes, dans les jeux et les fêtes, de beaucoup de libéralité et d'élégance. J'ai donc pris plaisir à savoir quelles sont dans ces choses les manières qu'ils apprécient le plus, en quoi consiste leur faste et leur élégance en matière d'habits et d'armes, en quoi ils sont différents de nous, et en quoi ils nous ressemblent, de quelle sorte de divertissement usent leurs femmes, et dans quelle modestie elles favorisent ceux qui les servent par amour. Mais en vérité, il ne convient pas maintenant d'entrer dans ce discours, principalement parce qu'il y a d'autres choses à dire, bien plus accordées à notre propos que cela. Mais, dit le seigneur Gasparo, cela ainsi que beaucoup d'autres choses est mieux accordé à notre propos que de former cette dame de palais, attendu que les mêmes règles qui ont été données pour le courtisan servent aussi à la dame. Elle doit avoir égard au temps et au lieu et observer autant que le permet sa faiblesse toutes les autres manières sur lesquelles on attend raisonner, comme le fait le courtisan. C'est pourquoi, au lieu de cela, il n'aurait peut-être pas été mauvais d'enseigner certains points particuliers parmi ceux qui appartiennent au service de la personne du prince, car il convient aux courtisans de les connaître et de s'en acquitter avec grâce, ou bien de parler de la manière dont on doit se comporter dans les exercices du corps, dont il faut monter à cheval, manier les armes, lutter, et de dire en quoi consiste la difficulté de ces exercices. Et Seigneur, dit alors la duchesse en riant, n'emploie pas les services personnels d'un courtisan aussi excellent que celui-ci. Quant aux exercices du corps et à la force et à l'adresse de la personne, nous laisserons à notre ami Messire Pietramonte le soin d'enseigner cela, quand le temps lui paraîtra le plus opportun. C'est pourquoi le magnifique n'a pas à parler maintenant d'autre chose que de cette dame, dont il me semble que vous commencez déjà à la avoir peur, ce pourquoi vous voudriez nous faire changer de propos. Il est certain, répondit Friggio, que c'est une chose impertinente et hors de propos que de parler maintenant des femmes, alors qu'il reste encore tant à dire au sujet du courtisan, parce que l'on ne devrait pas mêler une chose avec l'autre. Vous vous trompez grandement, répondit messire Cesare Gonzaga, car il n'y a pas de cour, aussi grande soit-elle, qui puisse posséder ornements, splendeur ou allégresse, sans les femmes ni de courtisans qui soient gracieux, plaisants ou hardis, ou qui puissent jamais faire un galant âcre de chevalerie, s'il n'est mû par la fréquentation et par l'amour et le plaisir des dames. De la même façon, le discours sur le courtisan est toujours très imparfait, si les femmes en y intervenant ne donnent pas leur part de cette grâce par laquelle elles rendent parfaite et ornent la condition du courtisan. Le seigneur Ottaviano se prit à rire et dit « Voilà un morceau de cet appât qui rend fou les hommes. » Madame, dit alors le seigneur magnifique, en se tournant vers madame la duchesse, puisqu'il vous plaît ainsi, je dirai ce qui me vient à l'esprit, mais avec un très grand doute de pouvoir vous satisfaire, et certainement il me coûterait bien moins de peine de former une dame qui méritât d'être reine du monde qu'une parfaite courtisane, car pour celle-ci je ne sais quel exemple prendre, alors que pour la reine il ne me faudrait pas aller bien loin, et il me suffirait d'imaginer seulement les divines qualités d'une dame.
que je connais et en contemplant celle-ci, de tendre toutes mes pensées à exprimer clairement par les paroles ce que beaucoup voient avec les yeux, et quand je ne pourrais faire rien d'autre, en la nommant seulement, j'aurais satisfait à mon obligation. Seigneur magnifique, dit alors madame la duchesse, ne sortez point des limites, mais obéissez à l'ordre qui a été donné, formez la dame de palais, afin que cette si noble dame ait quelqu'un qui puisse la servir dignement. Le magnifique poursuivit donc, madame, afin que l'on voie que vos commandements peuvent m'amener à essayer de faire même ce que je ne sais pas faire, je dirai comment je voudrais que cette excellente dame soit, et quand je l'aurai formée à ma manière, ne pouvant ensuite en avoir une autre, je la prendrai comme mienne, à la façon de Pygmalion. Et puisque le seigneur Gasparo a dit que les mêmes règles qui sont données pour le courtisan servent aussi à la dame, je suis d'une opinion différente, car bien que certaines qualités soient communes et aussi nécessaires à l'homme qu'à la femme, il y en a certaines autres qui conviennent plus à la femme qu'à l'homme, et certaines qui conviennent à l'homme, et dont la femme doit se tenir entièrement éloignée. J'en dis autant des exercices du corps, mais surtout, il me semble que dans ses façons, ses manières, ses paroles, ses gestes et son comportement, la femme doit être très différente de l'homme. De même en effet qu'il convient à ce dernier de montrer une certaine virilité, solide et ferme, de même il est bienséant à la femme d'avoir une tendresse douce et délicate, avec dans tous ses mouvements une manière de douceur féminine qui la fasse paraître femme sans aucune ressemblance avec l'homme, quand elle marche, qu'elle s'arrête et qu'elle dit ce qu'elle veut. En ajoutant dans cet avertissement aux règles que ces seigneurs ont enseignées aux courtisans, je pense qu'elle doit pouvoir se servir de beaucoup de celles-ci et de parer de très bonne qualité, comme le dit le seigneur Gasparo, car j'estime que de nombreuses vertus de l'esprit sont nécessaires aussi bien à la femme qu'à l'homme, à savoir pareillement la noblesse, l'horreur de l'affectation, le fait de posséder naturellement la grâce dans toutes ses actions, d'avoir de bonnes mœurs, d'être spirituelle, prudente, de ne pas être orgueilleuse, envieuse, médisante, vaniteuse, querelleuse, sotte, de savoir gagner et garder la faveur de sa dame et de tous les autres, et de faire bien et avec grâce tous les exercices qui conviennent aux femmes. Il me semble que chez elles, ensuite, la beauté est plus nécessaire que chez le courtisan, parce que véritablement, la femme à qui manque la beauté est bien dépourvue. Elle doit aussi être plus circonspecte et prendre davantage garde à ne pas donner d'occasion de dire du mal d'elle, et faire en sorte que non seulement elle ne soit pas tachée par une faute, mais pas même par un soupçon, car la femme n'a pas autant de moyens que l'homme pour se défendre des calomnies. Mais puisque le comte Ludovico a expliqué par le menu la principale profession du courtisan et a voulu qu'elle fût celle des armes, il me paraît également convenable de dire, selon mon jugement, qu'elle est celle de la dame de palais. Quand j'aurai satisfait à cela, je penserai m'être acquitté de la plus grande partie de ce que je dois. Laissons donc les vertus de l'esprit qu'elle a en commun avec le courtisan, comme la prudence, la magnanimité, la continence et beaucoup d'autres, et également les qualités qui conviennent à toutes les femmes, comme d'être bonne et discrète, de savoir administrer les biens de son mari, sa propre maison, ses enfants quand elle est mariée, et tout ce qui est requis chez une bonne mère de famille. Je dis qu'à celle qui vit à la cour me paraît convenir avant tout une certaine affabilité plaisante, par laquelle elle sache gentiment entretenir toutes sortes d'hommes, avec des propos gracieux, honnêtes et appropriés au temps, au lieu et à la qualité de la personne à laquelle elle parle. Elle accompagnera avec des façons calmes et modestes, et avec cette honnêteté qui doit toujours régler toutes ses actions, une prompte vivacité d'esprit. Par où elle se montrera éloignée de toute grossièreté, mais avec une manière de bonté, telle qu'on l'estime aussi pudique, prudente et humaine, que plaisante, subtile et discrète. C'est pourquoi il lui faudra garder une mesure difficile à tenir, et qui est pour ainsi dire composée de choses contraires, et arriver précisément jusqu'à une certaine limite, sans les dépasser. Cette dame, pour se faire estimer bonne et honnête, ne doit pas être si ombrageuse, ni montrer tant d'aversion pour les compagnies et les conversations, même un peu libres, qu'elle les quitte dès qu'elle s'y trouve, quand on pourrait facilement penser qu'elle feint d'être aussi austère pour cacher ce qu'elle craint que les autres puissent savoir à son sujet.
Et puis ses façons de sauvage sont toujours odieuses. Elle ne doit pas non plus, pour montrer qu'elle est libre et plaisante, dire des mots déshonnêtes, ni faire preuve d'une certaine familiarité immodérée et sans bride, et de manière pouvant faire croire d'elle ce qui peut-être n'est pas. Mais si elle se trouve dans ce genre de conversation, elle doit les écouter avec un peu de rougeur et de honte. Elle doit de même fuir une erreur dans laquelle j'en ai vu tomber de nombreuses, qui est de dire et d'écouter volontiers ceux qui disent du mal d'autres femmes, car celles qui, en entendant raconter les façons déshonnêtes des autres femmes, en sont troublées et montrent qu'elles n'en croient rien et estiment qu'il est presque monstrueux qu'une femme soit impudique. Celles-là donnent un motif de penser que puisqu'elles trouvent cette faute si énorme, elles-mêmes la commettent. Mais celles qui vont toujours en cherchant à connaître les amours des autres et qui les racontent avec tant de détails et de complaisance semblent leur porter envie et désirer que chacun le sache, afin que la même faute ne leur soit pas imputée. Et ainsi elles ont certains rires, certaines façons qui prouvent qu'à cet instant elles ressentent le plus grand plaisir. De là vient que les hommes, bien qu'il semble qu'ils les écoutent volontiers, ont le plus souvent mauvaise opinion d'elles et ne les respectent guère. Il leur paraît qu'avec de telle façon, ils sont invités par elles à aller plus loin. Et souvent, après, ils se portent à des excès qui leur donnent une mauvaise réputation méritée. Et finalement, ils les estiment si peu qu'ils ne recherchent plus leur compagnie, mais au contraire, les ont en horreur. Et par contre, il n'y a pas d'homme si effronté et insolent qu'il n'ait du respect pour celles qui sont estimées bonnes et honnêtes. Car ce sérieux tempéré par la sagesse et la bonté est en quelque sorte un bouclier contre l'insolence et la bestialité des présomptueux. Par là, on voit qu'un mot, un rire, un acte de bienveillance, si petit soit-il, d'une femme honnête est plus apprécié de chacun que ne le sont toutes les démonstrations et les caresses de celles qui, sans aucune réserve, montrent si peu de honte. Et si elles ne sont pas impudiques, avec leur rire sans retenue, leur bavardage, leur insolence et leurs autres manières triviales, elles laissent à croire qu'elles le sont.